Bon, après cet interlude joyeux et syndicaliste, on va commencer. C'est marrant parce que, vous voyez, moi je ne me mêle pas des élections étudiantes naturellement, même si c'est la tradition de laisser chacun s'exprimer dans l'amphi, ça c'est chouette, mais toujours partagé par un double sentiment. Il est très bon pour vous d'aller voter et de participer aux élections et de vous y intéresser. C'est très bon, à plusieurs titres. D'abord parce que plus vous vous intéressez aux choses de l'université, mieux vous connaissez le fonctionnement universitaire, plus vous augmentez vos chances objectives de réussite à l'université, pour commencer. Deuxièmement, parce que vous pouvez vous mobiliser pour vos droits. Voilà. Des droits d'inscription, à ce que c'est qu'une université, est-ce que c'est un droit à la formation ou est-ce que c'est simplement un service que l'on peut se payer quand on a des parents fortunés, enfin, ouais, voilà, quel est le niveau d'accès au droit ou de difficulté à l'accès au droit, quel est le niveau d'égalité dont on peut bénéficier, enfin, quel est le confort, la propreté auquel on peut avoir accès, un tas de sujets comme ça sur lesquels vous pouvez vous mobiliser. Donc c'est bien. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question. Vous savez peut-être que depuis le début des années 1970, il existe quelque chose comme une cogestion de l'université, avec des myriades de trucs, avec des acronymes pas possibles, d'institutions qui existent à tel ou tel niveau et qui réunissent des élus, des enseignants, des élus, des profs, des élus de telle ou telle entité administrative, etc. Ils n'arrêtent pas de se rassembler. Bref, il existe une énorme bureaucratie universitaire. Je ne sais pas qu'elle coûte de l'argent, ça coûte quasiment rien. Par contre, qu'est-ce que ça a produit ? Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette énorme bureaucratisation de la vie universitaire, une part des causes de la déréliction rampante de cette institution-là ? Je me pose la question. Pour le dire plus sincèrement, est-ce que ces militants-là ne sont pas plus efficaces dans des actions directes où ils agissent dans le cadre de l'université que lorsqu'ils entrent dans le cadre de la bureaucratie universitaire ? Je trouve que la question se pose. Est-ce que la bureaucratie universitaire est un véritable lieu de délibération, de règlement des conflits, d'engagement des conflits, ou est-ce que c'est devenu ce qui expliquerait peut-être le taux infinitésimal d'étudiants et d'étudiantes qui votent lors des élections, une espèce de chambre autoréférentielle, je l'ignore. Je voulais vous faire part de cette balance des choses dans mon esprit. Bien. Alors, quelques mots d'introduction et après, on va parler Kula aujourd'hui. On va parler de l'âme des choses. Madame, on a dit le poing levé, pas la main levée. Oh l'autre. Je ne dirais pas ça, je dirais que ça serait... Ça n'irait pas, d'abord parce que par révolution, moi je suis un vieux marxiste, j'entends la transformation du mode de production, et alors là on n'y est pas, quoi. Non, je dis simplement que, dans un cadre aussi autoréférentiel, où très très souvent ces institutions ne se parlent plus qu'à elles-mêmes, on dérive de la possibilité réelle et pratique de se mobiliser et d'agir pour des biens communs immédiatement tangibles. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas. Par exemple, par ailleurs, quand, à la suite de ce que faisait RUSF ou d'autres groupes sud, autonomes, solidaires, ici à Tolbiac, ils se mobilisent pour venir en aide aux étudiants sans papier, c'est une action directe, mais qui ne passe pas par l'administration universitaire, qui ne passe pas par le CVU, le CSFSVU, le truc mieux chevelu, etc. Bon. Comme vous êtes indiscipliné aujourd'hui, voulez-vous bien faire silence ? C'est beau. Alors que pourtant, on ne va pas travailler aujourd'hui sur les modalités de l'obéissance et les modes de légitimité de la domination, et je m'en expliquerai tout à l'heure. Alors,
On va faire une introduction à rallonge aujourd'hui. D'abord, un petit mot sur une formule qui m'exaspère et que j'ai beaucoup entendue ces derniers temps, et que la dernière fois, orage, ô impuissance, j'ai vu apparaître sur mon fil Mastodon. Quelqu'un qui me dit « Mais dis donc, j'accompagne des services civiques qui ont à peu près l'âge de vos étudiants, vos étudiantes, là. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas du mal à suivre? Est-ce qu'il n'y en a pas une part infinitésimale qui arrive à suivre ?» Alors, je ne vais pas être hypocrite, j'ai tout de suite compris ce qu'elle voulait dire. Mais enfin, par ailleurs, qu'est-ce que c'est que cette moralité, cette mentale de suiveur? Est-ce que vous êtes là pour suivre? Mais c'est vrai, c'est quoi cette histoire de suivre? Je ne veux pas que vous me suiviez, moi. Vous n'êtes pas des followers. Et voilà. Et je veux dire, est-ce qu'on suit un cours? À la rigueur, suivre un cours, mais non, on y assiste, on y participe, on en tire quelque chose, on le fait fructifier, on l'exploite, on y passe du temps, on s'y ennuie, on se profite du fait qu'il fasse chaud pour faire autre chose. Mais vous n'êtes pas là pour suivre. Je vous enseigne le contraire. Surtout, ne me suivez pas. Sinon, vous allez finir par ressembler à l'espèce de guignol qui est ici présent, votre serviteur. Donc, surtout, ne me suivez pas. Faites autre chose. Premier point. Deuxième point, par pénurie de temps, et comme on engage maintenant le volet ethnologie, je me suis proposé de ne pas faire le cours sur les manières d'obéir, qui était dans le programme initialement. Pour ceux et celles qui ont envie de voir cette partie-là de Max Weber, qui ne sera donc pas à l'examen, parce que je ne fais pas de cours à part entière dessus, je vous ai mis dans la dernière vidéo YouTube, dans la description de la dernière vidéo YouTube, 2 liens vers 2 cours que j'ai donnés là-dessus, qui en plus durent beaucoup plus que 45 minutes. Vous aurez plus de temps pour travailler le sujet si le cœur vous en dit, ou évidemment, vous pouvez demander ça à vos chargés de TD. Mais en ce qui me concerne, il nous reste à peine, suite à ce cours, 3 cours, dont un qui sera consacré à la révision générale des galops d'essai avant d'aller vers l'examen. Donc il nous reste très peu de temps pour l'ethnologie. Moyennant quoi, aujourd'hui Malinowski, la semaine prochaine les Tupinamba et Alfred Métro, la semaine d'après Jean Rouch, et 2 films de Jean Rouch, que je vous invite d'ores et déjà à aller voir, les liens sont dans l'épi. Il y a un problème avec Jean Rouch? J'espère qu'il n'y a pas de problème avec Jean Rouch, c'est vachement bien Jean Rouch. Non mais voilà. Et donc, suivant cela, une tradition centenaire, en abordant les rives de l'ethnologie, aujourd'hui nous allons partir en voyage. Et on ne va pas revenir avant la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, nous partons avec Bronislaw Malinowski un petit peu au nord de l'Australie, un petit peu à l'est de la Nouvelle-Guinée, dans les îles Trobriand. Voilà. Trobriand, mais avec un D à la fin. T-R-O-B-R-I-A-N-D. Ce qui donne Trobriandais, Trobriandaise pour les gens qui y habitent. Voilà. Et on part avec lui dans un moment passionnant de l'ethnologie. Une nouvelle méthode va naître, qui ne s'appelle pas encore observation participante, qui consiste à s'intégrer, à vivre le plus longtemps possible dans les groupes qu'on souhaite décrire, qui consiste à rédiger des ethnographies les plus détaillées possibles, rendues possibles par exemple par l'acquisition de la langue des populations observées. C'est-à-dire qu'on se rend capable de d'écrire des pratiques avec les mots des gens, avec leurs théories, avec leurs représentations, et même, en ce qui concerne Malinowski, de s'arrêter là. Mais ne jamais s'autoriser à produire une analyse, une classification évolutionniste,
avant d'avoir rendu des comptes sur les théories observées dans les termes des théories observées. Un petit mot peut-être sur Bronislaw Malinowski. Qui a de l'importance non seulement pour avoir inventé cette manière de terrain, mais aussi parce que son ouvrage « Les Argonautes du Pacifique occidental », qui est le premier ouvrage qu'il publie sur son expérience aux îles Trobriand, qui est un terrain de long cours de 1914 à 1918, littéralement la durée de la guerre, a été la matière première, pas unique, mais majeure, si ce n'est principale, de l'essai sur le don de Marcel Mauss. Donc on est vraiment dans un ouvrage qui est important pour nous, notre propos, et qui par ailleurs constitue, parallèlement au travail de Marcel Mauss, une seconde forme d'interprétation de l'héritage durkheimien. Ce qui motive Malinowski à être parfaitement fidèle à la théorie, lui dirait théorie indigène, mais on pourrait dire la théorie des gens qui sont étudiés, c'est la chose suivante: il pense que toute société est un ensemble de fonctions cohérentes. Et qu'on ne peut pas juger de l'utilité, de la pertinence, de la valeur d'une pratique en fonction d'une idée de la socialisation telle qu'elle devrait être de manière générale, ou en fonction d'une théorie générale de l'évolution des sociétés. On ne peut juger de la pertinence et de l'efficacité d'une pratique qu'en fonction de l'ensemble social donné. Cette pratique-là a telle fonction dans tel ensemble social cohérent. Voilà, on peut donc attribuer à telle pratique cette fonction sociale-là. Si on veut juger de son efficacité et de son utilité, il faudra le rapporter à la cohérence sociale dans son ensemble de cette société-là. Voilà, ça va ? Ah. Ah, je sais. Comment éviter le placement de produits. Ah non, parce que sinon c'est la honte. Et tout, et tout. Alors que là, tisane au miel et au gingembre. Bref. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, c'est mon pisse mémédus, mais bon, on fait comme on peut. Ce matin, j'ai pas eu le temps de faire du café, parce que j'ai une petite cafetière à l'italienne, vous voyez, pour remplir tout ça. Voilà. Bon. S'il vous plaît. Donc, on a un bonhomme qui naît à la fin du 19e siècle, en 1884, qui est de culture polonaise, qui a un passeport autrichien, qui fait ses humanités avec des jeunes générations polonaises. À la fois très enthousiaste, très inquiète des futures invasions qui pourraient venir de l'Est. Ça arrive que comme ça, des fois en Pologne, on est pris dans des grands mouvements d'angoisse des invasions qui pourraient venir de l'Est. Je ne sais pas pourquoi. Par exemple, il est très copain avec un futur grand écrivain polonais qui s'appelle Witkiewicz, dont l'œuvre principale romancée, parce qu'il a écrit beaucoup de théâtre aussi, s'appelle Insatiabilité, qui décrit par exemple un grand envahisseur de l'Est qui arrive avec une pilule qui s'appelle la pilule Murtibing, qui simplifie totalement la vie. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez prise,
Vous savez que le grand tyran est bon, vous savez que ce qu'il propose est bon, vous savez que tout ce qui est bon et au bon endroit, et vous savez exactement ce que vous devez faire au bon endroit. Enfin, vous êtes prêt pour une vie heureuse dans un système totalitaire. Se pose la question d'un engagement pour défendre la Pologne, pour défendre une forme de nationalisme, de communisme en Pologne. On est dans une époque où il y a une espèce d'agitation très forte là-dessus. Au lieu de devenir ingénieur, et parce que sa santé était mauvaise, il était tuberculeux, il commence à s'intéresser à l'ethnologie, et sa maman, depuis son plus jeune âge, depuis 16 ans, pardon, l'envoie visiter des tas de pays. C'est un voyageur, c'est un gamin qu'on envoie en Tunisie, en Grèce, en Turquie, dès 16 ans, parce qu'on pense que le climat méditerranéen est bon pour lui. On a donc un jeune homme qui est devenu ethnologue, docteur en ethnologie, qui sera bientôt docteur en anthropologie, qui a un goût très marqué pour le voyage, et comment vous dire, qui part d'une position sur le monde dans laquelle il y a plutôt de l'incertitude et de l'indéterminé. On n'est pas du tout dans la posture du colon qui part en sachant que sa civilisation est la meilleure, que l'Occident va vers le bien et l'excellent, et que les autres sont des espèces de vagues prototypes pas encore réussis de ce que peut être une société. En cela, il est d'une originalité folle. Il a par ailleurs cette rigueur à la fois humble et impérative, consistant à dire « Je respecte en premier lieu la théorie locale et je reconnais quand je ne comprends pas. Je reconnais quand mes catégories élaborées socialement, quand mon entendement élaboré socialement est incapable de saisir ce qui m'est dit. Je reconnais quand je n'arrive pas à interpréter une situation sociale sans surinterpréter, sans surimposer, sans rajouter quelque chose. » Alors j'ai deux exemples en tête comme ça. Celui que je racontais en TD là, avec les sorcières qui ne volent pas sur une noix de coco, mais en générant de la noix de coco jeune. Bon, c'est un truc, il dit, mais c'est pas la peine d'essayer de leur faire dire qu'elles volent sur une noix de coco, elles volent pas sur des noix de coco. Elles sont sur du généré de noix de coco jeunes. Voilà, les sorcières sont comme ça. Et parce que ce qui est sympa, c'est qu'on peut interviewer les sorcières dans les îles Trobriand. On peut même leur demander comment on en fait une, parce qu'il y a toute une recette pour faire une sorcière. Il y a des protocoles à suivre à la naissance, puis un régime alimentaire particulier. Enfin, voilà. Et quand on reste 3 à 4 ans et qu'on parle dans la langue des gens et qu'on reste on finit par vous raconter ces choses-là. Et elles sont capables de se dédoubler, ou alors de se transformer en cigale, en luciole, j'ai dit des bêtises, mais quand elles se dédoublent et qu'elles volent pas sur comme on volerait sur un balai ou sur une baratte, ou sur un tapis volant. Baratte, c'est Baba Yaga chez les Russes. Le deuxième exemple, c'est quand ils travaillent sur la pédophilie dans la répression de la vie sexuelle dans les sociétés primitives. La vie sexuelle et sa répression dans les sociétés primitives. Deuxième bouquin qui parut en 1929 de mémoire. Et alors là, il leur dit et alors la pédophilie, ça se passe comment chez vous? Et alors ils disent la quoi? La pédophilie quoi? Les grands ils font l'amour aux petits. Quoi? Mais si, quand il y a des relations sexuelles entre les adultes et les enfants. Hein? Mais c'est complètement ridicule. Mais non, mais quand ça arrive, mais ça n'arrive pas. Mais si, mais non. Et donc là, il tombe sur une société où il ne dit pas que ça n'arrive absolument jamais, qu'il n'y a pas un accident ou un crime ou ceci ou cela, où il dit que l'organisation culturelle de la sexualité infantile et de la sexualité adulte sont si radicalement différentes, il n'y a pas de continuité. En gros, il y a une sexualité ridicule et la sexualité adulte. La sexualité drôle, celle des enfants, et la sexualité sexuelle des grands. Et donc, en fait, l'idée de passer de l'un à l'autre leur paraît complètement con. C'est pas pensable. Ça fait pas partie du penser. C'est un truc qui est, voilà, on n'a pas la bonne catégorie. Donc, dans un cas, il lui manque la catégorie du voler, concevoir, incorporer, les petites noix de coco jeunes qui permettent aux sorcières de voler. Dans l'autre, c'est lui qui importe sa catégorie de pédophilie qui, en fait, implique une continuité de la sexualité entre le monde adulte et le monde infantile. Bon.
Là encore, on doit à sa grande rigueur, si on veut bien, de savoir s'arrêter et de dire, ben, regardez, leur théorie à eux, c'est celle-là. Je n'ai pas à l'interpréter moi comme procédant d'un défaut de théorie en plaquant mes manières de penser à moi. Ce que je veux saisir, c'est leur manière de vivre le monde, leur manière de voir le monde, leur Weltanschauung, parce qu'ils adoraient parler allemand en Europe centrale avant. Ça, c'est quand les invasions viennent de l'Ouest en Pologne. Ça arrive aussi, hein. Bon. Je sais pas, peut-être qu'ils ont une théorie du sandwich. Bref. Excusez-moi. Revenons à nos moutons. J'espère vous avoir fait sentir un petit peu ne vous avisez pas de continuer, sinon je produis une théorie selon laquelle, à intervention syndicaliste au début du cours, classe dissipée. Alors que normalement, c'est le contraire. Donc, je voudrais maintenant passer, après vous avoir un peu tiré le portrait de M. Malinowski, passer aux propos déclinés dans Les Argonautes du Pacifique occidental, où il nous décrit très largement le mode de vie, les représentations, les pratiques, les contes, les mythes, la poésie, la religion, les pratiques juridiques et politiques et économiques des Trobriandais. C'est un ouvrage qui fait quand même un peu plus de 500 pages. Hein. Voilà. C'est un gros ouvrage. Le tout en prenant pour prétexte ou comme point central la description d'une pratique que Mauss s'appellera pratique d'échange dons, mais qui est encore ici décrite comme une pratique économique, qui s'appelle la kula. Aussi bien Malinowski que Marcel Mauss partent vraiment du point de départ qu'il ne s'agit pas du tout d'un système extraordinaire. On trouve des systèmes d'échange dons dans de très nombreuses sociétés, entre de nombreuses sociétés. Seulement là, il y a passé du temps, il est capable de le décrire en profondeur et de l'analyser avec les catégories de la population qui pratique ce système d'échange dons. Le réel, c'est ce qui résiste. Ce micro est très réel. Alors, on a déjà parlé, en parlant de Marcel Mauss, de la matérialité de la pratique de la kula. Vous savez de quoi je parle. Maintenant, intéressons-nous à ceci de particulier. C'est un système d'échange de biens qui n'ont pas de valeur commerciale, qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut pas vendre, sur lequel on ne peut pas spéculer, sauf un peu de prestige, sur lequel il ne peut pas y avoir d'opération financière. C'est une pratique d'échange intertribal, inter-île de bracelets et de colliers qui est extrêmement dépensière. Elle coûte. Elle n'est réalisée que par les chefs et les personnes les plus riches des îles parce qu'elle est coûteuse. Il faut être capable de monter une expédition, de payer la fête, le banquet, de ne pas travailler pendant tout le temps de l'expédition. Et c'est un système d'échange à travers lequel jaillit
de l'âme des objets. C'est-à-dire que d'un seul coup, on se retrouve avec des objets qui ont des prénoms, une histoire, une personnalité, un caractère, une capacité de se venger. Pour le dire autrement, une épaisseur. Épaisseur qui correspond aussi à sa capacité de rassembler en cette personnalité des tribus différentes, qui parlent des langues différentes, Malinowski, quand il interprète les fonctions de la Kula à l'intérieur du système social trobriandais, nous dit dans le fond, voilà, la Kula permet, par exemple, de maintenir des relations intertribales. Bon, on pourrait d'ailleurs dire maintenir des relations pacifiques, maintenir la paix, maintenir aussi une pratique qui délimite un groupe culturel qui n'est pas parfaitement homogène. Il nous dit aussi, ça anime la vie quotidienne, ça socialise les individus. Attention, à une forme de sociabilité correspondant à un ensemble plus vaste que l'ensemble culturel constitué par chaque île ou chaque région de telle ou telle île. Donc ça les habilite à une socialité plus importante, plus vaste. Et enfin, ça organise la vie économique. Pour être peut-être plus percutant, même si on n'est pas totalement fidèle à Malinowski, on pourrait dire que la Kula surplombe la vie économique. Elle est l'acte économique le plus important, alors qu'il est complètement gratuit. Voilà. Imaginez ça. Bernard Arnault serait le type qui serait obligé, en France, de donner le plus possible de richesse tout de suite. Il devrait avoir 0 sur son compte en banque, mais comme il aurait beaucoup d'alliés, beaucoup de trucs mûches, etc., il recevrait beaucoup qui donneraient immédiatement. Et il passerait son temps à faire des expéditions très très longues, une centaine de miles. Alors je sais pas, on pourrait imaginer de Conchanouche à Melun, pour apporter des cadeaux. Ou... Bah oui. Remarquez qu'en France, on peut prendre la mer aussi pour vraiment ressembler à la Kula, ou les fleuves, tout ça. Alors des fois, tu n'aurais pas de chance, tu aurais ton partenaire Kula qui serait sur la terre Adélie, ou... voilà. Ah oui, bah oui, parce que sur Clipperton, il n'y a pas grand monde. Donc représentez-vous ça, l'essentiel de l'activité d'échange de biens, qui est un protocole social très complexe, très chronophage, très cher, qui consiste, je vais utiliser un terme méprisant exprès pour faire vraiment faire monter en vous la dissonance cognitive, qui consiste à faire circuler des babioles. C'est-à-dire, par exemple, des bracelets et des brassards qui n'ont même pas appartenu à des saints, même pas, qu'on ne peut même pas porter, ou la plupart du temps qu'on ne porte pas, on peut les porter si on a vraiment envie de faire son intéressant lors d'une fête, mais en fait le mieux c'est de les exposer, ou de les promener, qui ne sont pas bien dimensionnés. Les colliers sont beaucoup trop grands, les brassards sont beaucoup trop... Enfin, c'est des trucs qui ne servent à rien, quoi. C'est des brassards qui ne sont pas vraiment des brassards, qui sont faits avec des bouts de coquillage et des coquillages, enfin... Voilà. Auxquels on consacre une activité folle, et je vous donne la parole dans un instant, et vis-à-vis desquels on construit un culte. Ça devient les plus beaux objets, les plus respectables, ceux qui sont en quelque sorte dépositaires de l'histoire des collectivités qui se tissent le long de la Kula. Objets qui ont une âme, qui relient entre elles les âmes humaines tout au long de sa circulation, qui normalement, c'est pour ça qu'on parle de circulation, doit le ramener progressivement à l'endroit où il a été fabriqué. La main levée, vous.
Absolument, et on peut tout à fait utiliser le registre du sacré. Là, je faisais exprès de maximiser comme ça les oppositions. Ces objets sont à l'évidence sacrés. Mais on a fabriqué du sacré. Et comment est-ce qu'on fabrique du sacré? Dès lors qu'il a circulé une fois dans un échange établi. Lorsqu'il a été accepté et échangé, donc validé comme un objet Kula dès ce moment-là, et qu'il a commencé sa circulation. C'est une sacralisation et à ce moment-là, c'est pas tellement la puissance du chef en tant qu'intermédiaire avec les divinités, en tant que prêtre ou en tant que quoi que ce soit qui est là, c'est vraiment la puissance collective d'organisation de la circulation des objets qui se manifeste. En fait, plutôt qu'un être puissant, le chef est le lieu où un maximum d'alliances se réalise. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, pour faire l'effort, pour refaire l'effort qu'a fait Bronislaw Malinowski, c'est de s'arrêter sur cette histoire d'objet avec un nom, avec une personne. On ne peut pas en dire trop. C'est pas un miroir magique, la Kula. L'objet Kula ne parle pas. On peut aller lui poser des questions, mais il ne répondra pas. Il ne raconte pas lui-même son histoire. Il faut raconter son histoire. Et néanmoins, il a un nom, et néanmoins, il a donc une espèce de personnalité formée par sa circulation. Et on peut aller auprès de lui pour formuler des demandes propitiatoires, ou pour demander des conseils, ou pour réfléchir. La sacralité va illuminer d'une certaine manière la hutte dans laquelle il est exposé. Imaginez un peu une relique qui aurait ce site particulier que lorsqu'on lui parle, lorsqu'on entre en relation avec elle, elle anime non pas l'esprit d'un saint, je sais pas, le petit doigt de saint Thomas ou de saint Ursule ou saint Jean-Michel, mais qui anime l'âme de toutes celles et ceux par qui la relique est passée. Voilà. Exactement comme la communauté de l'anneau. Pour le dire vulgairement, imaginez que votre voiture, au lieu de s'appeler C15, elle s'appelle Bernard. Oui, enfin, peu importe. Et qu'elle vous mette en relation avec la totalité des personnes ayant interagi pour sa construction et surtout pour sa circulation. Voilà. Voilà une manière de faire que l'objet ne circule jamais sans trace et où par ailleurs on peuple le monde d'âmes qui sont autant de limites à nos actions. Voici des âmes d'objets qui nous interdisent d'accumuler. C'est pas anecdotique ça. Voici des âmes d'objets qui passent leur temps à nous rappeler de participer, renouveler les conditions de l'alliance. Participer, renouveler sans cesse à l'action qui permet de faire plutôt peuple qu'autre chose. Voilà une activité économique dont le seul et unique profit est social. Voilà un système complexe d'échange d'objets
basée sur le don, le contre-don, la triple obligation, etc., etc., dont la vocation première n'est pas la croissance, n'est pas l'augmentation du PIB, mais d'une part la capacité de la société, qu'a la société de se maintenir elle-même, de maintenir ses processus d'intégration, et d'autre part, je dirais, l'intensité du vécu social, du vécu d'intégration sociale par les individus. J'ai dit tout à l'heure un peu méchamment que le texte de Malinowski était long. Bon, il est long, hein. Mais il est très bien écrit. Et par ailleurs, il y a beaucoup de descriptions. Alors il se perd un peu dans la description des marbrures dorées et chatoyantes sur les lagunes dans lesquelles les grandes falaises se plongent dans l'air. Il y a une espèce de côté littéraire, mais en revanche, il rentre énormément dans le sentiment, la poétique, la sentimentalité des sentimentalités, ça va pas. Ce qui est vécu par les gens qui participent à la Kula. Et c'est très intense, c'est très beau, c'est une relation directe d'une certaine manière à la beauté et à l'état de... Comment dire, une espèce de décomposition, de ritualisation, de poétisation de l'intégration d'un groupe social qui pourrait paraître de l'extérieur hétérogène. Alors, dès lors que je vous ai déjà dit que Malinowski, en fonctionnaliste, va chercher à savoir à quoi ça sert la Kula, à quoi ça sert, quoi la fonction. En fait, on va se poser ici la question de la nature de la rationalité à l'œuvre. Quel genre de rationalité je cherche quand j'analyse l'ethnographie d'un groupe social? Étant donné que Malinowski part du postulat que toute société est un ensemble cohérent, de la même manière qu'un organisme, et dans lequel chaque manifestation du social, finalement, a une fonction, a une cohérence, on se pose la question de quelle rationalité on interroge. Quelle est la rationalité à l'œuvre dans la Kula? J'écoutais ce matin avec désespoir, pour plusieurs raisons. Non, mais c'est parce qu'il y a des zones, quand je viens à vélo, où je ne capte plus grand-chose, et là, je captais France Inter. Au moment d'un débat entre M. Piketty et M. Seux, et Dominique Seux. Donc, en gros, un libéral-démocrate et un social-libéral, quelque chose comme ça. Qui débattait du bienfait de la réforme du chômage. Et c'était désespérant parce que l'un barbotait des espèces de poncifs ultralibéraux et l'autre qui est une espèce de machine de précision, d'excellence, un Piketty, c'est un économiste très fort, n'arrivait pas dans ce format-là, il n'arrêtait pas d'essayer de... Puis il se faisait couper la parole, on avait une espèce de débat entre économistes, mais ce qui était intéressant, c'était l'impensé. Et l'impensé, et qu'il est évident qu'il faut juger de la pertinence ou non, de la désirabilité ou non de la réforme du chômage en fonction de son impact économique. Impact économique, macroéconomique, mésoéconomique, microéconomique sur les foyers. Plus on est à gauche, plus on va parler quand même à un moment donné du microéconomique et des situations individuelles et comment ça va impacter le fait qu'on va être obligé d'accepter des salaires moins bien payés, des postes plus précaires, plus de précarité dans sa vie, etc. Bon. Mais on n'est pas du tout revenu sur un principe qui était que la rationalité de la mesure était à mesurer en fonction
de son impact économique. L'économie doit servir l'économique. À aucun moment donné, on s'est dit, tiens, ben oui, mais en fait, d'un point de vue social et de cohésion sociale, c'est complètement con. Ou alors, d'un point de vue esthétique, c'est nul et non avenu. Ou alors, d'un point de vue religieux, ça n'est pas possible. Ou alors, d'un point de vue, etc., etc. On a l'idée d'une économie au service de l'économie. Vous voyez ? D'une économie dont la principale mission est d'être pertinente économiquement. Dans le système trobriandais, on a un vaste système d'échange de biens, qui sont ceux qui sont définis comme apportant le plus de richesse et le plus de biens, hein, bien qu'ils ne soient pas commercialisables, qui relèvent de la destruction de richesse, de la destruction de croissance. Vous voyez ? Et dont la principale vocation est de faire tenir ensemble le corps social et de permettre à chaque individu de participer à un culte du commun, en quelque sorte de mettre à disposition de chacun. Tout le monde ne peut pas faire la coula, hein. Par contre tout le monde peut y participer, tout le monde peut participer aux expéditions, parce que le riche, le chef, ne part pas tout seul. Il part avec sa famille, les gens de son clan, des voisins, etc. Ben oui, parce que quand vous avez des centaines de miles à faire avec des petits bateaux, bon, il faut les voir, quoi. C'est pas des voiles, c'est des... Bref, vous regarderez plus tard. Vous voyez, tout se passe comme si, à cet endroit-là, ce rituel en surplomb de l'activité économique trobriandaise venait complètement décaler, à notre sens, la signification, la motivation de l'échange de biens. Ici, la circulation est bonne parce qu'elle crée quelque chose comme de l'âme en liant les âmes de ceux qui se transmettent les objets. Et on pourrait même dire que la circulation est bonne par elle-même parce qu'elle est le contraire d'une accumulation et qu'elle est littéralement un lien social. La circulation n'est pas bonne parce que, par exemple, elle permet, par des délocalisations, de produire telle ou telle économie. Dites-moi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre ? Et si oui, pourquoi ? Alors, c'est une question, évidemment, qui se pose. Et il est tout à fait admissible pour Malinowski de dire que c'est un système qui permet le maintien de visites pacifiques et de relations intertribales. Donc c'est plutôt un facteur de pacification, c'est plutôt un facteur de paix. Un facteur de paix parce qu'on se connaît, parce qu'on est alliés, et parce qu'on garde du commun. Voilà. Est-ce que ça empêcherait les guerres ? Non. C'est plutôt, à vrai dire, un système qui permettrait un certain niveau d'alliance en cas de guerre venue de l'extérieur. Mais quand Malinowski observe ce fait social-là, fait social total, si on reprend l'expression de Marcel Mauss, c'est une pratique qui est déjà en voie de disparition. Elle est en voie de disparition parce que, et donc la conséquence va être, si on reprend la réflexion de Malinowski, la destruction d'une fonction d'intégration dans la société trobriandaise, c'est l'effondrement de la société sur elle-même, pour deux raisons. L'administration coloniale, le principe de l'État, et l'irruption des religions chrétiennes dans l'espace trobriandais. Pourquoi l'État ? Parce que l'administration arrive et fait perdre énormément d'autorité et de capacité d'initiative dans l'action aux chefs, et donc les chefs ne peuvent plus organiser la coula. Par ailleurs, les bons pères de l'Église partis porter la bonne parole ont interdit aux nouveaux chefs la polygamie. Parce que la polygamie, c'est mal. Et en fait, ils ont détruit progressivement toutes les représentations qui structuraient l'organisation de la vie matrimoniale et de la vie sexuelle dans la société dans cette société trobriandaise.
à savoir que les pères ne sont pas les papas biologiques des enfants, qu'ils sont des nounous qui échangent contre des services de nounous, des services sexuels avec les mamans, et forment avec elles un couple qui est le lieu d'élevage des enfants jusqu'à 7 ans. Après, ils partent chez le frère de la maman. Mais dans cette situation-là, celui qui a toute l'autorité sur les enfants et qui a les blasons, les symboles de la famille, parce que les symboles de la famille, c'est une société matrilinéaire, passe par la mère. J'ai trop briandé. Donc là, on se trouve dans un système où la polygamie en tant que pratique, dans le fond économique, de tissage d'un maximum de liens permettant justement d'établir des pratiques poula, disparaît en tant que système qui contrevient aux règles du mariage. Voilà. Donc on a un système qui est tout à fait périclitant et dont on n'a pas pu voir l'efficacité en période de guerre. Si je devais faire une hypothèse par rapport à ça, qu'on observe les sociétés amérindiennes ou d'Amérique du Sud dans leur rencontre avec la colonisation, avec les colons, leur affrontement avec les colons, les guerres de colonisation. On peut observer que, bref, je ferai l'hypothèse que les systèmes sociaux qui dépensent énormément d'énergie à produire de la régulation en même temps que de l'intégration, à produire non pas un système très centralisé de production des ordres, mais un système qui sans cesse, par un effort de circulation de la parole, du pouvoir, des objets, ces systèmes-là, me semble-t-il, sont très peu portés à l'efficacité militaire. Voilà. Quand on prend énormément de temps pour délibérer, se rencontrer, discuter, faire des activités gratuites, mais dites, vous êtes pénible à la fin, là-haut. Ah, elles sont trop loin. Moi, je prends des armes. Voilà. Je vous agresserai sans hésiter au moindre piapiatage. Vous aussi, d'ailleurs. Il faut se défendre, hein, c'est fou. Donc, je dirais pas... On ne peut pas établir une espèce de fonction décroissante etc. Mais on peut peut-être se dire que lorsque le but n'est pas de devenir une entité la plus efficace possible par allégeance des individus, une fois pour toutes, à un système d'organisation performant, etc., mais au contraire un système de négociation, d'intégration, d'équilibre, cherchant non pas à devenir ce qu'on n'est pas encore, mais à maintenir la pérennité, valorisant la pluralité plutôt que l'universalité, le temps long plutôt que le temps court. Enfin, on pourrait dire, dans le fond, les sociétés traditionnelles n'ont jamais eu la même efficacité guerrière que des systèmes rationalisés avec des États centralisés, capables de monter des troupes, de les mettre toutes en randonnion avec un seul objectif. En d'autres termes, tel ou tel effort de socialisation produira telle ou telle efficacité militaire. Bon. On verra que même des sociétés guerrières comme les Tupinamba sont finalement très très peu efficaces militairement parlant, puisque vous verrez que la guerre chez les Tupinamba, ça consiste à surtout ne pas détruire l'ennemi. Parce que la guerre est tellement nécessaire, en fait c'est le seul élément de mobilité sociale à l'intérieur du groupe Tupinamba, que dans le fond, à chaque fois, on fait quelques morts, et surtout on ramène des prisonniers vivants. Et il n'y a jamais de guerre d'extermination ou d'assimilation totale, parce que ça signifierait la fin de la guerre, ce qui serait une catastrophe pour le système social. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond totalement à votre question, mais ce qu'on peut dire ici, c'est que, dans le fond, consciemment ou inconsciemment, une société va choisir le lieu de son efficacité. Est-ce qu'elle vise à produire une intégration harmonieuse, ou est-ce qu'elle vise à devenir un système d'efficacité au service de volonté, de principe que telle ou telle instance dans la société est capable de formuler. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Alors, rien.
des amis, on se disait qu'en fait, on ne comprenait pas la vraie définition, enfin la vraie différence entre ethnologie et sociologie. Parce que pour moi, c'est sociologie et ensuite, il en découle anthropologie et ethnologie. Et du coup, pendant notre devoir, je comprends pas la différence entre... Enfin, je comprends pas pourquoi c'est aussi séparé les deux. Surtout pour notre devoir. Historiquement, il y a eu des gens qui se sont considérés comme ethnologues avant d'être des sociologues et une discipline sociologique. L'ethnologie était en gros l'étude des sociétés dites primitives. On allait chez les peuples loin pour rapporter une connaissance qui n'avait de valeur que par elle-même, sans autre forme de mise en relation, des sociétés primitives, des sociétés exotiques, des sociétés loin. La sociologie est née comme science de ce qui se passe quand il y a une société. N'ayant absolument pas besoin d'aller loin pour analyser quoi que ce soit, on pourrait le faire avec ce qu'elle a. D'accord ? Alors, ensuite, vous avez totalement raison. Malinowski, il est docteur en ethno, docteur en anthropo et il fait de la sociologie. Il le dit. Simplement, en fait, faire de la sociologie, c'est étudier quelles sont les fonctions de socialisation. L'ethnographie observe, l'ethnologie compare, des choses comparables. L'anthropologie compare en rapportant une théorie de la culture. D'accord ? Quand la sociologie continue la comparaison ou l'analyse en rapportant une théorie de ce qui fait socialisation. La socialisation, c'est ce qu'on va pouvoir observer et mesurer. La culture, c'est la manière dont les choses seront dites, interprétées, comprises, mises en rite par les gens. Okay. D'accord ? Il existe une théorie des significations, il existe une théorie de l'organisation sociale. L'ethnologie et l'ethnographie les nourrissent. Mais l'ethnologie est très marquée historiquement comme étude des populations primitives. C'est une approche très colonialiste et très évolutionniste de l'étude de société. Ok, et est-ce que mais sociologie peut être aussi faite loin dans une Oui, société absolument, étrangère. n'importe où. Ok. Mais en la considérant absolument pas comme étant loin. En fait, c'est absurde, loin de quoi. Non, mais bien sûr, mais différente de ce qu'on connaît. Ou... Oui, c'est ça. C'est ça, bien sûr. Ok, merci. De rien. Je voulais vous demander, c'est quand la date du partiel? Je ne sais pas. C'est en janvier. Pendant la période des examens. J'ai pas les dates. C'est l'administration centrale qui nous les donne à un moment donné, puis je vous les donnerai à ce moment-là. Ils font un planning et voilà. De rien. J'en suis désolé là. Moi-même. J'aimerais bien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un fait social total, s'il vous plaît? Oui, c'est un fait social, donc une manière de penser, de sentir et d'agir externe à l'individu et qui s'impose à lui, qui exprime en même temps toutes les institutions d'une société. Un fait qui exprime à la fois les constructions religieuses, esthétiques, juridiques, politiques, morales. D'accord. Or, Vous avez un exemple? oui, en l'occurrence, des grosses manifestations, des grandes fêtes. Grand festival dans lequel on voit tout. Et à la fois les normes esthétiques qui sont à l'œuvre, les normes morales qui sont à l'œuvre, l'organisation économique qui est à l'œuvre, et à travers ça... Si on prend Noël, ça marche comme... On peut tout en fait analyser comme un fait social total dès lors qu'on considère comme fait social ce qui est produit en tant que il est réinterprété par quelqu'un qui a fait en lui-même la synthèse de tout le social. D'accord. C'est parce que ça passe par vous, vous en faites la synthèse en vous, que vous le resituez au milieu d'une interprétation globale de la société, que vous pouvez saisir ce qu'il y a de total dans le fait social total. Il faut que je m'en aille. D'accord.